Bienvenue à ce programme vespéral de Kinshasa Direct. Aujourd'hui avec 3 invités. Faut-il négocier avec le M23? Là, nous allons parler avec Célestin Vounabandi, qui est sénateur. Vital Kamerhe entre la justice et la politique. On a parlé avec Médard Kankolongo. Kinshasa regarde sur l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale avec cette secousse qu'il y a animé par le député national Mike Mukebai. Nous allons parler avec P. Gérard. Voilà ce qui fera la chapane de notre Kinshasa Direct. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. À l'Assemblée nationale, bientôt les députés nationaux absentéistes seront invalidés. La motion a été votée par la majorité des élus présents lors de la plénière ce lundi. Parmi les députés visés figurent Adolphe Mouzito, Némi Moulania et Mova Sakani. Au Nord Kivu, les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation plaident pour le remplacement de l'état de siège par l'état d'urgence sécuritaire. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Goma, ces leaders politiques demandent au président de la République de nommer un gouverneur qui sera capable de relever les défis sécuritaires et d'améliorer les conditions sécuritaires à l'est de la RDC. En dehors de nos frontières, après avoir été désigné en février dernier pour diriger l'exécutif, le Premier ministre libyen Fathi Bashagha vient d'échouer une nouvelle fois à entrer à Tripoli, où réside encore l'ancien Premier ministre toujours reconnu par la communauté internationale, Abdelhamid Dbeibah. Ceci intervient après la réunion à Tunis entre Bashagha et plusieurs responsables militaires de l'Ouest. En l'absence de perspective de règlement de la question de 2 gouvernements en place, la tension remonte en Libye. Conséquence, l'exportation du pétrole a été suspendue. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Gaëtan Kmobrandi. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Nous allons cette fois-ci passer à notre premier invité, Célestin Vounabandi, qui est sénateur. Est-ce que faudra-t-il négocier avec le mouvement M23 ou il faut d'autres alternatives? C'est tout de suite. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Télé 50, simplement congolais. Les M23 demandent à ce que le gouvernement puisse négocier. Et nous allons en parler avec Célestin Vounabandi, qui est sénateur. Bienvenue, monsieur Célestin. Bienvenue. Merci. Voilà, vous aviez suivi, comme moi, les velléités du M23 qui ont certainement déposé leurs armes, mais en contrepartie, qui demandent certainement des négociations. Est-ce que cet appel est le bienvenu? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir parler de cette question. C'est une question qui nous préoccupe. Comme vous le savez, je suis sénateur pour le compte de la province du Nord Kivu. La question du M23, tout comme la question de l'insécurité de manière générale dans toute la province du Nord Kivu, c'est une question qui nous préoccupe tant. Alors, pour revenir à la question, je ne
peut pas comprendre exactement quelles pourraient être les nouvelles demandes du M23 dont on sait qu'il s'agit d'une force qui avait été défaite. Comme vous vous souviendrez, en 2013, le M23 avait été complètement vaincu. Tout ce qu'elle représentait, il les représentait comme force avait été dispersé. Et ils s'étaient tous réfugiés, les uns en Ouganda, d'autres au Rwanda. Aujourd'hui, ils reviennent. On ne sait pas avec exactement quels moyens, quelles ressources sont-ils trouvés, comment sont-ils partis des camps où ils étaient retranchés pour se retrouver dans les collines qui surplombent Jomba. Et donc, je ne peux pas me représenter quelles pourraient être les demandes nouvelles de ces groupes armés, alors que l'on sait tous que c'est des gens qui s'étaient engagés à déposer les armes et à pouvoir complètement être démobilisés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier cette résurgence de ce groupe, vous l'avez dit, qui a été défait en 2013? Aujourd'hui, ça ressurgit. C'est qu'il y a anguille sous roche. Non, vous avez parfaitement raison. Il y a anguille sous roche. Bien entendu, il y a aussi une certaine responsabilité des autorités congolaises qui n'ont pas pris les choses à bras le corps. Je crois que pendant tout ce temps, il y a notamment un cadre qui aurait dû être mis en place pour la démobilisation et la réinsertion des combattants. Le DDRCS, comme vous le savez, a été tout récemment créé. Il n'a même pas encore eu les moyens de pouvoir fonctionner. C'est autant de défaillances qui ont laissé la situation pourrir. Mais aussi, je pense que si ce groupe a pu ressurgir aujourd'hui avec des moyens militaires qu'il ne disposait pas à l'époque, c'est que quelque part, il bénéficie de quelques complicités externes et probablement peut-être aussi internes. Je note que les collines à partir desquelles ce groupe part pour attaquer tout le Rutshuru, ce sont des collines qui sont frontalières de deux pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Je note que tous ces combattants qui hier étaient dispersés, comme je l'ai dit, qui avaient fui en Ouganda, les uns les autres au Rwanda, ce sont eux qui reviennent avec des armes. Et donc, on ne peut pas douter un seul instant que c'est à partir de ces pays voisins qu'ils ont trouvé les moyens de pouvoir attaquer la République démocratique du Congo. Donc, quelque part, je suis en droit de penser que les accords, ce qu'on a appelé les accords de Nairobi, n'ont pas été expressément respectés par l'ensemble des partis. Parce qu'ils demandent qu'ils gardent leur position de Runyoni, Tchanzu, afin d'assurer certainement leur base arrière, c'est surveiller l'entrée au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda. C'est plus stratégique, cela montre que ce sont ces pays qui sont en train de ravitailler. Non, d'abord, garder les positions de Tchanzu et de Runyoni, ça ne s'explique pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un mouvement qui avait été complètement défait, qui n'avait aucune position au Congo. Ils étaient au Rwanda, ils étaient en Ouganda. Qu'aujourd'hui, ils se retrouvent au Congo dans la position au niveau des collines de Tchanzu, d'Embouzi, à Runyoni. C'est quelque chose d'assez anormal parce que c'est des positions dont ils ne disposaient pas à l'époque. Aujourd'hui, je ne vois pas pour quelle raison ils pourraient revendiquer quoi que ce soit à partir d'un territoire congolais, alors que jadis, lorsqu'ils avaient été défaits, ils étaient déjà en dehors du pays. Et donc l'idée aurait été de dire, écoutez, qu'ils rentrent dans la position qui est la leur et que les trois ou les pays de la région, dans le cadre justement des accords de Nairobi, se retrouvent face à une évaluation et regardent dans quelle mesure accorder une suite, pas seulement à ces groupes armés, mais également à l'ensemble des groupes armés de la région. Parce que là aussi, c'est un problème. Celui qui consiste à vouloir donner un statut particulier au M23. Je voudrais noter qu'au Nord Kivu, il y a plusieurs groupes armés, nationaux comme étrangers. Là, nous sommes en train de parler d'un groupe armé qui se réclame un groupe armé national. Il n'est pas plus groupe armé que beaucoup d'autres qu'on connaît. Je crois qu'il faut une solution d'ensemble à la problématique de la présence des groupes armés dans la région. Alors, voilà la présence de groupes armés. Donc, vous voulez qu'on reste seulement dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba ou faudra-t-il négocier ou bien autre alternative? Il y a des accords qui avaient été conclus, mais il faut noter que ces accords ont été conclus il y a très longtemps. C'est en 2013. Entre 2013 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. 5 ans, hein? Non, c'est pratiquement 9 ans. 9 ans, 9 ans pratiquement. 9 ans, oui. Donc aujourd'hui,
Je crois qu'il faut... C'est vrai que ces cadres-là peuvent être considérés comme un cadre peut-être de référence dont on peut essayer de s'inspirer pour trouver une solution à ces problèmes. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que ce M23 revendique encore un droit en tant que groupe armé, alors que déjà à l'époque, dans le cadre de cet accord, ils avaient accepté de se démobiliser, de se défaire. En fait, ils avaient été défaits, mais ils avaient accepté de déposer les armes. Ils avaient déposé les armes. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, revendiquer au-delà de ce qu'ils avaient ou ce à quoi ils s'étaient engagés à l'époque. C'est ça qui... Et aujourd'hui, vous êtes notable du coin, vous en connaissez un peu, c'est que c'est le Rwanda qui est derrière. Pourquoi vous ne parvenez pas à citer l'ennemi par son nom? Vous savez, on est dans une logique où on veut la paix. Mais la paix avec un voisin qui ne vous veut pas la paix, qui vous veut la guerre. Exact. Vous savez, il y a un mécanisme, n'est-ce pas, de vérification conjointe lorsqu'il y a un pays qui est cité, comme ça a été le cas d'ailleurs tout récemment. Le mécanisme de vérification conjointe devait se déployer pour vérifier les allégations. Pour l'instant, aucun élément de preuve n'a été apporté, malheureusement. Et donc, pour ma part, je me refuse de mettre de l'huile sur le feu. Je note seulement que c'est un groupe armé qui est devenu hyperactif, mais à partir d'une zone frontalière, certainement avec le soutien de quelques pays de la région. Voilà, avec le soutien, mais par rapport à ça, dans l'est de la RDC, cette résurgence intervient pendant la période de l'état des sièges. Ce qui fait que cet état des choses n'est pas les bienvenus, ou ça ne produit pas beaucoup d'effets, l'état des sièges décrété dans cette Oui, là aussi c'est vrai. Il faut reconnaître que l'état des sièges a montré en quelque sorte ses limites. En tout cas, il n'a pas apporté les résultats auxquels on s'attendait. L'état des sièges avait été décrété parce qu'on considérait justement qu'il y avait une situation d'insécurité grave dans la région, particulièrement dans la partie nord de la province avec le phénomène ADF, mais également dans toute la région avec tous les autres groupes armés. Mais on se rend compte aujourd'hui que tous ces groupes armés qui écument la région n'ont pas été du tout défaits, que les ADF dans la région de Beni, les Rwenzori sont encore dans la région, ils continuent à massacrer la population, que les M23 qui s'était quasiment éteint est revenu en force. Donc il faut admettre que finalement l'état de siège n'aura pas du tout apporté le résultat attendu. Voilà, il y a déjà des députés de là qui demandent à ce qu'on convertisse l'état des sièges en état d'urgence sécuritaire. Ils n'ont pas du tout tort. Je suis aussi de cet avis. Je crois qu'il n'y a pas de raison en fait de laisser l'armée et la police continuer à administrer, à s'occuper des questions civiles. C'est tout cela le problème. Je crois qu'il faut laisser l'armée aller au front. Ce dont on a besoin, c'est une armée qui a les moyens qu'il faut pour aller au front combattre. Ce dont on a besoin, c'est une armée qui a la logistique nécessaire. C'est une police qui est présente, qui est outillée. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a décrété un état de siège, mais on ne lui a pas du tout donné les moyens de son action. Aujourd'hui, nos militaires, ceux qui administrent justement la zone, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus devenus des administrateurs des territoires, des administrateurs de la province, que des vrais militaires chargés des opérations sur le terrain. Je crois qu'il faut changer de paradigme, il faut laisser les militaires au front et remettre l'administration civile au travail, laisser à chacun faire son travail. Alors, et vous êtes notable, il y a cette information de l'accord qui a été signé, le Rwanda ainsi que la Grande-Bretagne, pour qu'il y ait des immigrés. Vous, en tant que notable, quelle lecture faites-vous de cet accord? Bon, je n'ai pas vraiment les détails exacts de l'accord. Je n'ai suivi que ce que nous tous, ce dont on a entendu parler ou vu dans les réseaux sociaux, parfois à la télévision. Je crois qu'il est difficile pour moi de pouvoir me prononcer sur cet accord, mais je considère que le Congo, c'est un pays souverain.
qui a le devoir de protéger ses frontières. Et tout comme le Rwanda, en fait, le Rwanda demande à tous les demandeurs d'asile au niveau de la Grande-Bretagne que leur dossier soit traité dans leur pays, au niveau du Rwanda, alors que c'est un petit pays. Il y a un problème de pouvoir accueillir tous ces gens. S'il y a débordement, oui, c'est la RDC. C'est des inquiétudes, légitimes pour j'ai vu un certain nombre de Congolais qui s'interrogent. Mais je crois que le plus important pour ma part, je pense qu'on ne pourra pas interdire un pays, le Rwanda, fut-il, de signer un accord avec qui il veut. Mais le plus important, c'est en ce qui nous concerne de pouvoir nous organiser pour parer à toute situation de nature à perturber l'ordre de la paix dans notre pays. Nous avons des frontières, nous devons les protéger. Nous avons une armée, nous devons lui doter des moyens nécessaires pour assurer la paix à nos frontières. Et donc, il ne sert à rien de passer notre État à pleurnicher, nous devons plutôt nous organiser en conséquence. Alors, maintenant, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut? S'il faut certainement s'organiser au niveau des frontières, faudra-t-il ériger un mur pour certainement mettre cette séparation avec le Rwanda pour éviter d'éventuelles incursions rwandaises ou quand il y aura débordement là chez eux qui ne puissent pas traverser pour avoir les prétextes comme celui de 1994? Non, je pense que c'est une idée assez saugrenue à laquelle il ne faut même pas penser, l'idée des murs qu'il faudrait construire entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda, toute cette région, c'est un espace géographique. Un espace où il y a une grande fluidité en termes de mouvement des biens des personnes. On ne pourra pas l'interdire. Je crois que les problèmes que nous avons sont des problèmes beaucoup plus d'ordre, je dirais, politico-sécuritaire, politique et sécuritaire. Sur le plan économique, sur le plan social, il y a des mouvements de population et il y a un trafic important auquel on ne peut pas mettre fin, mais plutôt il faut que les États, particulièrement le nôtre, il faut que le Congo s'organise comme un État, il faut que nous puissions rétablir l'autorité de l'État de manière à assurer la protection de nos populations, de manière à ne pas laisser nos frontières continuer à rester le passoire comme il a été jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez de la protection de la population, c'est qu'il y a maintenant cet aspect humanitaire qui doit intervenir. Et par rapport à ce qui se passe, que ce soit l'M23, les ADF et autres groupements qui sévit au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais pour certainement prendre en charge tous les civils, tous les femmes, les enfants qui sont vraiment délaissés pendant cette période? Oui, je voudrais noter particulièrement pour ce qui s'est passé tout récemment avec justement les M23, qui a eu un grand mouvement de déplacement des populations. Certains vers l'Ouganda, qui sont devenus des réfugiés en Ouganda. Ils sont environ aujourd'hui évalués à 13 000 ménages partis en Ouganda. Non, 13 000 âmes, personnes parties en Ouganda. Et un peu plus de 50 ou 60 000 personnes, je dis bien, qui sont des déplacés internes aujourd'hui dispersés dans les villages autour de la ville de Rutshuru. Ils sont très nombreux qui sont logés dans des écoles, dans les églises et d'autres même à la Belle Étoile. Et jusqu'à là, malheureusement, ils n'ont pas du tout reçu une assistance humanitaire conséquente. J'ai présenté tout récemment une motion d'information à la plénière du Sénat en insistant sur le fait qu'il fallait très rapidement intervenir en faveur de ces populations. J'ai déjà déposé un certain nombre d'éléments d'information précis, des estimations en termes de ce qui est urgent, qu'il faudrait faire en termes d'intervention humanitaire d'urgence. Je pense qu'à l'heure qu'il est, le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous-mêmes, nous sommes en train de faire le suivi comme élus et nous espérons que dans les tout prochains jours, le gouvernement fera un geste dans le sens de souvenir à ces populations sinistrées. Mais il faut le faire vite parce que les besoins humanitaires sont très pressants. Et comment il faut le faire? Parce que vous avez proposé, c'est que vous avez une idée sur ça, c'est-à-dire que pour pouvoir intervenir d'une manière humanitaire à toute cette population meurtrie, les femmes, les enfants. D'abord, il y a la communauté humanitaire. Cette communauté, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, il faut la pousser à être sur le terrain. Il ne faut pas laisser les humanitaires passer tout leur temps à compter les gens. Il faut plutôt qu'ils amènent l'aide dont la population a besoin. Ils ont besoin de vivre et de nos vivres.
Mais il y a aussi le gouvernement qui doit s'assumer, qui doit être le premier intervenant. Le gouvernement, pour une population estimée à 60 000 personnes, là je parle des places internes, ça ne demande pas des milliards de dollars. Il s'agit seulement, pour moi c'est une question de volonté. Vous avez quand même estimé le montant, ça pourrait coûter combien? Bon, si vous prenez 60 000 personnes, c'est un exemple que je vous donne, vous prenez 60 000 personnes, vous faites une moyenne de l'équivalent de, je dirais, 100 000 francs, je dis 50 000 dollars par personne, en termes d'aide d'urgence qu'il faut apporter dans l'immédiat. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas vraiment énormément de millions de dollars. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement peut faire. Cela va soulager la population, le temps certainement que la situation se stabilise sur le terrain et que peut-être les uns et les autres, on voit comment on peut les accompagner pour entrer dans leur village d'origine. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir poser ces gestes pour parer au plus pressé, pour sauver des âmes qui sont aujourd'hui en danger. Il y a des gens qui passent la nuit à la belle étoile. Il y a des femmes qui étaient au point d'accoucher, qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des centres médicaux pour se faire accoucher. Il y a des centres médicaux, justement, pour ne parler que de ceux-là, qui ont été pillés par les M23. Il faut intervenir. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui sont à la belle étoile, comme je l'ai dit. Il faut leur trouver un peu à manger. Ça ne demande pas des millions, beaucoup de millions de dollars, ça demande de la volonté. Comme je l'ai déjà dit, nous avons déjà fait quelques états de besoin que nous avons transmis à qui de droit. Nous sommes en train de faire le suivi. En tout cas, nous espérons que très rapidement... Est-ce que vous avez senti la bonne foi du gouvernement à pouvoir intervenir? Oui, je dois dire quand même que le gouvernement s'est engagé. J'ai personnellement eu l'occasion d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, là-dessus, qui s'est montré très attentif par rapport à notre cri de détresse. Et à l'heure que nous sommes en train de faire le suivi, je sais qu'il a déjà donné des instructions. Et donc, nous espérons que les moyens qui ont été requis vont vite être engagés pour qu'une intervention humanitaire soit réalisée. Et le président de la République aussi? Je pense qu'il est au courant certainement de ce qui se passe. C'est le premier citoyen d'entre nous tous. Il est très très sensible à ce genre de situation. Voilà, en termes humanitaires, les urgences ou les priorités pour le moment aujourd'hui, devant cette évidence, quelles sont les priorités? Seulement l'argent ou autre chose? Non, je n'ai pas dit que c'est de l'argent. Je n'ai même pas dit qu'il faudrait apporter de l'argent. J'ai donné une indication par rapport à ce qu'on peut appeler un kit d'urgence humanitaire. Okay. Le kit d'urgence humanitaire comprend ce qu'on appelle les vivres et les non-vivres. Les vivres pour des populations comme celle du Nord Kivu, c'est quoi? C'est un peu de haricots, un peu de sel, c'est certainement du riz. C'est de quoi manger. Un stock peut-être qui permettra à quelqu'un de prendre avec une famille de 5 personnes, de faire 2 semaines ou un mois en train de manger, d'avoir de quoi manger. Et les non-vivres, c'est quoi? C'est des assiettes, c'est des casseroles, c'est des petits seaux, c'est tous ces ustensiles qui permettent à une famille de pouvoir disposer de quoi fonctionner en tant que ménage. Et ça ne demande pas de très très gros moyens. Voilà, espérons que cela, ça sera vite fait et que la population qui est dans l'Est sera certainement secondée. Merci beaucoup, Monsieur Célestin Vunabandi, surtout de votre passage pour nous parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler, cette fois-ci, on va changer de thématique pour parler autre chose sur la ville-province de Kinshasa.